Merci pour votre fidélité à notre rendez-vous du soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité. Nous sommes là juste pour décortiquer avec bien sûr des analystes politiques, avec des économistes. Nous sommes là en tout cas pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la situation de l'Est, de la situation du Goma et puis parler aussi de l'enrôlement, de cette opération d'enrôlement et d'identification lancée par la CENI. Déjà, nous sommes dans la 3e ère opérationnelle des zones en conflit. Alors sur ces, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec mon invité. Il s'agit de monsieur Aimé Kabouya. Il est politicien évoluant. Il sera candidat dans les partis AVC, parti cher à son excellence Didier Boudimbou. Monsieur Aimé Kabouya, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça se passe? Ben, ça se passe très bien, mais j'aimerais avant tout profiter de votre invitation pour vous remercier d'un côté et dire bonjour à vos téléspectateurs qui vous suivent partout dans le monde et surtout envoyer un vibrant hommage à nos soldats qui combattent, n'est-ce pas, pour l'intégrité territoriale à l'est du Congo. Voilà, c'est un vent qui souffle ces derniers temps. On a pu remarquer qu'il y a tellement de gens de la diaspora, pour ne pas dire diasporés, parce que vous n'êtes pas pourris, qui viennent en RDC pour travailler cette fois-ci. Certainement. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès l'entrée en fonction, et dans sa tournée, il a fait une longue tournée au niveau de l'Occident, il avait suggéré aux Congolais qui avaient de l'expérience, de l'expertise et surtout les qualifications d'accepter, de revenir pour contribuer, n'est-ce pas, à la construction de la nouvelle vision du Congo qui d'ailleurs jusqu'à présent sa vision. C'est dans cet appel-là que beaucoup de Congolais de la diaspora ont accepté de revenir. Je fais partie de ces Congolais-là, mais j'aimerais corriger néanmoins que les termes diasporie ne s'appliquent que des Congolais qui sont venus en aventure lors de l'avènement du feu Laurent Désiré Kabila de bonne mémoire. Voilà. Alors c'est comme qui dirait, les gens disent souvent que les gens de la diaspora viennent en RDC, c'est un peu comme les M23 qui entrent à l'est du pays pour puiser du minerai. C'est la même chose pour vous, les gens de la diaspora, mais vous du moins vous avez une vision. Moi j'aimerais savoir à quoi vous vous attelez. Mais il faudrait d'abord définir la diaspora rapidement. Vous savez, diaspora, c'est qui? Les sont considérés membres de la diaspora sont les populations qui quittent leur territoire, leur pays d'origine, qui vont évoluer en étranger pour des raisons diverses et qui maintiennent le contact avec le pays d'origine. C'est-à-dire ils ont des activités commerciales, ils ont des activités lucratives, ils participent à la vie active du pays d'origine d'où ils sont venus. Donc ceux-là qui font partie dans la diaspora et qui ont tourné les dos totalement au pays d'origine ne peuvent pas être considérés comme tels. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que les Congolais dans la diaspora, vous pouvez en catégoriser. Vous avez les Congolais qui ont été envoyés par le Congo pour des formations spécifiques pour pouvoir revenir avec ces nouvelles qualifications, ces nouvelles connaissances, n'est-ce pas, pour contribuer au développement du Congo. Vous avez des Congolais qui sont partis jeunes, très jeunes, comme les cas de nous autres ici. Nous avons évolué longtemps en Occident. Nous avons fait des longues carrières professionnelles au niveau de l'Occident. Nous avons acquis énormément d'expérience, énormément de qualifications. Et il arrive à un point où nous nous disons, ben tiens, notre pays est finalement engagé dans une nouvelle voie, la voie du développement. Ils veulent voir les choses autrement. Pourquoi ne pas revenir, contribuer avec notre expertise, notre expérience, pour justement aider à parfaire ou à favoriser la vision du chef de l'État par rapport au programme qu'il a présenté au peuple congolais. D'accord. Vous êtes venu répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon courage à vous. Alors, vous serez aussi candidat au Mwamba, si je vois bien là. C'est pour favoriser la participation citoyenne des jeunes leaders du Mwamba, c'est ça? Effectivement. Je suis moi-même un natif de Mwamba. Donc, j'ai quitté très jeune, certes, mais j'étais à Mwamba au moment où j'ai quitté. Et puis Mwamba n'est pas n'importe quelle circonscription. Vous savez, Mwamba regroupe 5 grandes communes, dont Limete, Lemba, Matete, Kisenso, Ngaba. Si je ne prends que Lemba par exemple, Lemba regorge de beaucoup de ressources, les universités, des professeurs, de hauts cadres dans les académies, ainsi que certains politiciens tels que nous avons connus en tant que tels. Oui, j'ai choisi cette circonscription parce que nous avons analysé en tant qu'experts, économistes, experts en entrepreneuriat, la première des choses que nous faisons avant d'engager une quelconque initiative, c'est d'abord de faire une étude de faisabilité. Faire une étude du marché, du milieu,
constater effectivement est-ce que Moamba est représenté de manière favorable aux vues et aux attentes de la population en tant que telle. Nos observations étaient que la plupart, je ne dis pas tout, la plupart de nos représentants au niveau du Parlement qui étaient appelés à plaider pour les changements dans la circonscription de Moamba n'ont pas semblé avoir fait grand-chose. Nous avons engagé beaucoup de discussions avec des leaders d'opinion, avec des responsables des églises. Tous ont les mêmes préoccupations. Vous sentez les infrastructures qui sont totalement détruites. Vous sentez que les jeunes de Moamba manquent des infrastructures où les jeunes peuvent aller, par exemple, se détendre, s'échanger des salles de sport, des bibliothèques, ainsi de suite. Or, le rôle d'un représentant du peuple auprès du Parlement, c'est d'aller justement négocier avec la branche exécutive. Pour une parenthèse, le gouvernement est composé de 3 branches. Vous avez la branche exécutive qui est le gouvernement ministre avec son cabinet. Vous avez la branche judiciaire et la branche législative. Dans la branche législative est justement cette branche où se trouvent les représentants du peuple, des parlementaires qui viennent des parts et autres du pays pour plaider en faveur d'actions du gouvernement pour le développement du pays au travers des circonscriptions et des peuples qu'il représente. Donc, nous avons identifié que Moamba souffre de beaucoup de ces choses. Alors, nous avons décidé, à travers ces quelques lignes que nous avons présentées, c'est de plaider d'abord pour créer un leadership participatif citoyen des jeunes leaders de Moamba, puisqu'il y en a beaucoup. Nous avons décidé de plaider pour des programmes de création des richesses et de création d'entrepreneuriat de manière générale, ainsi de suite. Autre chose que nous avons constaté avec regret, c'est que des personnes vulnérables, des personnes vivant avec des handicaps, des personnes n'ayant pas les mêmes particularités ordinaires avec les communs du mortel sont négligées et nous avons pour devoir, entre autres, d'aller plaider en faveur de programmes qui peuvent, n'est-ce pas, changer leur bien-être et pourquoi pas améliorer les conditions de vie de tous les Congolais de manière générale à travers le pays, mais spécifiquement à Moamba. Voilà, vous avez vraiment du pain sur la planche à vous entendre parler. Donc vous avez un grand projet, on peut considérer cela comme votre projet des sociétés dans les futurs. Ben, disons, c'est une vision. Vous savez, je postule en tant que candidat député national au sein d'une organisation qui a une grande vision, autre vision du Congo. Une autre façon de voir les choses. Effectivement, non seulement de voir des choses, mais de faire aussi les choses. Vous savez, son Excellence Didier Boudimbo, que je salue en passant, à chaque fois qu'il intervient, que ce soit lorsqu'il détenait le poste de ministre de l'enseignement supérieur et secondaire, enfin, l'enseignement primaire et secondaire, il avait ce ton, il avait cette approche, il avait cette consistance dans la présentation des projets, des choses devant être faites. C'est sous lui, sous son leadership, que le chef de l'État a lancé le programme de la gratuité de l'enseignement. Nous en savons tous qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Il est aux hydrocarbures aujourd'hui. J'ai assisté à une des rencontres qu'il a tenues au Texas, par exemple. Il a fait une bonne présentation devant des bailleurs de fonds. Et dans l'approche qu'il présente, vous sentez que les investisseurs qui, depuis longtemps, avaient tourné le dos au Congo, commencent à sentir qu'il y a des interlocuteurs capables, formés et qui comprennent les enjeux, n'est-ce pas, de la mondialisation. Et je pense, sous son leadership, nous qui avons cette vision d'apporter notre aide à la matérialisation de la vision du chef de l'État, nous pourrons définitivement contribuer avec ce que nous avons comme savoir-faire au travers d'autres visions du Congo pour, n'est-ce pas, parvenir à ces objectifs. Voilà, bonne chance à vous. On va suivre cet élément, madame, messieurs, qui parle des affrontements qui persistent et qui perdurent à l'est de la RDC, à Massissi. On va suivre, on se retrouve tout juste après. Des violents affrontements se poursuivent ce jeudi 23 février 2023 entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles du mouvement M23 appuyés par le Rwanda. Le front est localisé près de la colline de Kagoma, vers le village de Maélé et Ruvunda, dans les territoires de Massissi. À cette occasion, Maître Franck Kalolo, membre de la société civile, rassure la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo sans aucune forme de négociation et la paix sera rétablie dans la partie Est du pays. En tant que Congolais, je vous rassure que nous allons pacifier l'Est de la RDC ou le pays qui nous appartient, qui nous a été légué, sans aucune forme de négociation. Ils nous ont lancé la guerre et nous demeurons certains que nous allons vaincre cette guerre. Et la paix sera rétablie
sur l'étendue du territoire national, parce que c'est notre pays. Signalant que les détonations d'armes lourdes et légères se sont retenties jusqu'à midi à Saké, situé à 27 km à l'ouest d'Egoma. Les déplacements massifs des populations sont également signalés. Des violents affrontements se poursuivent ce jeudi 23 février 2023 entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du mouvement M23 appuyés par le Rwanda. Le front est localisé près de la colline. Voilà, c'est vraiment déplorable, maître. Je vais vous appeler comme ça, Aimé Kabouya. Vraiment, les affrontements laissés persistent. On ne sait pas qu'est-ce que les rebelles du M23 veulent de l'Est de la RDC. Est-ce que vous avez au moins une idée en tant qu'économiste? Certainement. Vous savez, nous devons féliciter d'abord nos forces armées parce que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de combattre d'un côté un pays qui est connu et qui est aussi soutenu par beaucoup de grandes puissances qui veulent obtenir, n'est-ce pas, les matières premières de la République démocratique du Congo gratuitement. Ce n'est ça que le fond du problème. On nous présente gratuitement sans négocier, c'est ça. Ben, disons que le monde des affaires est régi par des lois. Il y a des réformes qui existent. C'est les plus forts qui gagnent. Certes, c'est ce qu'ils font quand ils sont en Afrique, et spécifiquement à l'est du Congo, parce qu'ils ont trouvé le Congo dans un moment très vulnérable et ils veulent en profiter effectivement pour profiter, parce que l'objectif à long terme, c'est de balkaniser le Congo. Ils veulent créer une zone tampon où il y a extrêmement de matières stratégiques et ils veulent en avoir le contrôle. Parce que normalement, si nous devions nous soustraire au principe du droit commercial, où le pays doit passer et répondre à un certain nombre de conditions pour avoir accès aux matières premières, eh ben, ça pourrait paraître difficile pour cela. Mais nous avons aimé l'approche de son Excellence, Monsieur le Président. Il s'est adressé au monde des affaires pour leur dire, nous savons que certains d'entre vous, pas tous, certains d'entre vous soutiennent le Rwanda parce qu'au travers le Rwanda, quand je dis Rwanda, je parle bien sûr du régime de Paul Kagame, qui est un criminel de grand chemin, il faut le souligner. Paul Kagame a fait ce choix d'attaquer le Congo, un pays souverain, tout en violant les règles, les principes établis du droit international. Ça, ce n'est plus un cas secret pour personne. Le chef de l'État s'adresse au monde des affaires en leur disant, vous savez, le Congo existe, le Congo a ses dirigeants. Certes, le Congo a connu des moments difficiles. Aujourd'hui, le Congo a des interlocuteurs valables. Il a un gouvernement qui est installé, qui bénéficie de la confiance du peuple. Il serait préférable de s'asseoir avec le gouvernement du Congo, négocier dans quelles conditions vous pouvez obtenir ou avoir accès aux matières premières et nous discuterons de contrats gagnant-gagnant où vous vous retrouverez et la République démocratique du Congo doit bénéficier, jouir des dons qui sont des dons de Dieu que nous avons obtenus en tant que tels. Donc dans cette optique-là, je pense que le message passe et de plus en plus, à notre grand étonnement, nous sentons des il y a toujours des affrontements. Il y a toujours ça s'est passé aujourd'hui à Saké, hein? Certainement. Vous savez, les changements, les grands changements ne s'opèrent pas de manière, aussi facilement que ça. C'est-à-dire que Rwanda est dans une situation où il a pris beaucoup d'engagements à l'international. Il doit répondre à ces engagements. Il a signé des contrats où il devait brader pratiquement les matières premières de la République démocratique du Congo pour pouvoir, n'est-ce pas, respecter ses contrats. Il se retrouve contraint de respecter ses engagements. Alors, le choix qui se présente à lui, qui est le seul choix d'ailleurs, c'est de continuer à créer l'instabilité pour profiter justement de cette instabilité et piller les matières premières, n'est-ce pas, du Congo. C'est là que les Congolais, nous autres aussi, des leaders d'opinion, nous haussons les temps pour dire si la MONUSCO continue à être au Congo, si les forces de pays... déjà, vous les mettez en garde déjà? Non, nous ne les mettons pas en garde, mais nous leur rappelons le mandat. Ils se trouvent sur les zones de terrain. Et la mission qu'ils ont reçue justement pour être dans ces zones de terrain, c'est pour intervenir pour que ces troubles n'aient plus que cessé. Les résolutions ont été prises, par exemple en Angola, où les M23 avaient pris l'engagement solennel de baisser les armes, mais ils ne respectent pas ces engagements. Donc je pense que les chefs de l'État, nous avons fini finalement par comprendre sa stratégie. Il s'est donné beaucoup de temps pour consolider la force. Mais est-ce que vous pensez, Maître Aimé, que cette stratégie du chef de l'État, cette façon, cette manière de voir les choses produira des effets escomptés? Parce que ce sont des gens apparemment têtus.
et qui persistent dans leur position? Est-ce que il y aura quand même de retombées positives? Je pense que le monde international a compris. Okay. La vision, enfin l'approche du chef de l'État, c'était d'abord de discuter avec les partenaires de Paul Kagame. Paul Kagame, c'est un président faible. Le Rwanda, c'est un pays faible. Si nous devons confronter ou affronter le Rwanda militairement, quand même, oui, temporairement. C'est pour ça que nous sommes de cœur avec nos frères, nos compatriotes de l'Est, de leur demander de tenir bon, parce que finalement, le gouvernement congolais s'est engagé dans une tangente où il a pris vraiment l'option de mettre fin à ces hostilités en tant que telles. Ça prend le temps. C'est l'exemple que je pourrais, une illustration. Vous savez, un ventilateur, lorsqu'il est branché, une fois que vous débranchez les ventilateurs, l'hélice continue à tourner. Je pense que c'est ça que nous sommes en train de vivre. Là, c'est un bel exemple, mais sauf que l'hélice diminue petit à petit. Mais avec le Rwanda, c'est du jour au jour. Il y a des tensions. Il y a des affrontements. On quitte cette ville pour une autre ville. C'est ça aussi, comme si, oui, justement. Ça n'évolue pas vraiment. Bon, disons, moi, je pense qu'il y a quand même évolution. Aujourd'hui, ceux-là qui soutenaient militairement, financièrement et matériellement Paul Kagame pour réussir cette guerre sont en train de le désavouer. Paul Kagame est désavoué, de plus en plus isolé de la scène internationale. Aujourd'hui, même ses alliés traditionnels, la Grande-Bretagne condamne, les États-Unis condamnent Paul Kagame. Ils vont finir par comprendre qu'il avait créé une théorie des mensonges dans laquelle il a emballé le monde entier. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, grâce à sa diplomatie, est parvenu à découdre ce mensonge. Et c'est là qu'il fallait, commencer. Il fallait couper les racines à Paul Kagame. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, nous nous occuperons, n'est-ce pas, de cette petite force, des petites résistances. Moi, je crois que c'est vraiment une petite résistance. C'est une frange de soldats qui sont là, qui causent des torts. Et remarquez, ces soldats qui causent du tort ne causent pas du tort avec les soldats militaires de leurs contreparts militaires qui sont sur le terrain. Ils s'attaquent aux civils. Et c'est une preuve éloquente que c'est une force faible, une force en débandade. Et à chaque fois qu'ils connaissent des pertes de position, ils s'attaquent aux civils, ils tuent pour que la nouvelle soit que, tiens, ils sont sur le terrain, ils sont en train de Mais moi, je me dis que la RDC a au moins 9 pays voisins. Pourquoi on parle seulement du Rwanda? Pourquoi pas les Burundi, Tanzanie, Congo-Brazzaville? Seulement le Rwanda, pourquoi? Est-ce que la frontière entre la RDC et le Rwanda est un peu négligée? Je ne pense pas que le Rwanda est négligé par rapport aux frontières avec la République centrafricaine ou le fleuve Congo qui nous sépare du Congo-Brazzaville. Je pense qu'on a affaire à un génocidaire, un dictateur, un homme qui est définitivement résolu à une logique de la violence et qui, aujourd'hui, aux yeux du monde, a été dévoilé. Ne vous en faites pas. Au niveau du Rwanda, il y a déjà des contestations. Certes, ces contestations sont étouffées, mais aujourd'hui, de plus en plus, les voix s'élèvent au Rwanda pour dire que ce que Paul Kagame fait n'engage pas le peuple rwandais. C'est lui et son administration. Et si vous regardez les remaniements autour de Paul Kagame, ça nous rappelle les derniers moments du maréchal Mobutu. Et je pense que Paul Kagame est aux abois. Comme dirait, c'est une prophétie et même les Rwandais ont prophétisé dans ce sens. Moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, les Rwandais ont pris conscience que la tangente que Paul Kagame a pris les expose à un danger à long terme. De ces faits, ils se prennent en charge et je pense le pouvoir de Paul Kagame est un pouvoir... Enfin, pousser un ouf de soulagement. Moi, je pense que les Congolais peuvent pousser un ouf de soulagement. Nous avons milité avec la société civile. À l'époque, vous ne pouvez même pas citer le nom Rwanda dans nos revendications. C'était pratiquement une interdiction formelle. Je me rappelle le jour de l'annonce des résultats des élections en 2011. J'étais en direct sur CNN. À peine nous avons commencé à manifester le rôle négatif que le Rwanda joue à l'Est. Nous avons été coupés de l'antenne. C'était intransigeant. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes antennes qui refusaient à ce qu'on puisse critiquer le régime dictatorial de Paul Kagame qui commencent à parler de méfaits de ce régime. Donc moi, je pense que la diplomatie que mène son Excellence, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une très bonne diplomatie. Nous ne l'avons pas compris au départ, mais avec le temps, nous comprenons que c'est une diplomatie gagnante et je pense cette diplomatie lui permettra de mettre fin à ces conflits avant même que ce mandat ne puisse terminer. Comme qui dirait Wetansi. Attendons voir. Alors, je me demande quelle est la place de la communauté internationale dans tout cela. Vous savez, aujourd'hui, le monde de demain est un monde qui sera basé spécifiquement sur la nouvelle technologie. Je vous donne à titre d'exemple, il y a des pays comme au Canada, où j'ai vécu, ils se sont fixés comme objectif que d'ici 2050, ils ne veulent plus voir des véhicules qui roulent avec des carburants. Pour atteindre ces objectifs, naturellement, ils ont besoin
d'un certain nombre de matières premières stratégiques pour fabriquer des véhicules électroniques. Parmi ces matières premières, on parle du cobalt, on parle du cuivre, et les meilleures qualités et la grande quantité de ces matières premières se trouvent au Congo. Vous savez, le Congo, c'est un pays des mines, il y a tellement de matières premières. Un pays solution, voilà, pour répondre le Congo a la solution à tous les problèmes technologiques, recherches scientifiques, ainsi de suite. Donc, à ce titre-là, je pense que la communauté congolaise internationale prend de plus en plus conscience et comprend de plus en plus que il est meilleur, il est préférable d'avoir une administration assise au Congo, une démocratie participative au Congo et une collaboration internationale à travers laquelle ils peuvent avoir accès aux mêmes matières premières, mais à de meilleures conditions sans être accusés par des rapports du Conseil de sécurité de l'ONU ou des autres. Manière, et ben justement, c'est une autre vision du Congo. Donc, c'est une autre façon de faire les choses, effectivement. Voilà. Puisque on parle de la situation de l'Est, ce qui nous inquiète un peu plus, c'est que la CENI évolue avec cette opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. À Kinshasa, c'était quand même bien, parce qu'il n'y a pas la guerre à Kinshasa. Comment avez-vous apprécié d'abord cette opération, les déroulements de cette opération en RDC, dans la première ère opérationnelle? Je pense avant tout, il faut féliciter M. Kadima. Il fait un très bon travail. À part les quelques contestations ici et là, mais c'est des contestations minimes qui étaient liées avec les configurations, n'est-ce pas, des machines. On parlait principalement de photos. Photos en noir et blanc. Dites-moi un peu, Maître Aimé, pour évoluer. Vous avez, est-ce que c'est passable quand même? Non, moi j'ai eu ma photo. La photo était impeccable. En Europe, en Amérique. Mais si vous regardez les permis de conduire des conducteurs au niveau des États-Unis, du Canada et en France, leurs photos sont en noir et blanc. C'est peut-être un encodage qui permet ou qui interdit ou qui rend difficile la falsification des dossiers. Je ne connais pas la technologie derrière ça, mais une chose demeure sûre, c'est que quand on parle d'une identité, on parle d'une facilitation, enfin une facilité d'identifier la personne et les données qui sont encodées sur les cartes. La majorité des personnes ont eu leur carte d'électeur et je pense que, à part les petits incidents ici et là, qui sont d'ordre technique, les enrôlements se font bien. J'ai reçu les statistiques sur le nombre des enrôlés qu'on attendait. Je pense qu'on a dépassé le seuil de 80%. Plus de 80%. Plus de 80%. Je crois que ce sont des bons résultats. C'est question de voir maintenant avec la CENI quelles sont les stratégies qu'ils vont mettre en œuvre, n'est-ce pas, pour parvenir à joindre ou à enrôler ceux-là qui étaient attendus, qui ne sont pas venus. Maintenant, revenons à aux problématiques au niveau de l'Est. Il est vrai que les Rwandais ont des ambitions, les ambitions d'occuper nos territoires par leur population, ainsi de suite. Ils créent tout ce qu'ils créent parce que finalement, ils doivent enrôler les Rwandais et éventuellement pour perturber les résultats qui seraient congolais. Effectivement. Le Congo n'est pas... le Congo, congolais, peut devenir congolais par naturalisation. Les Rwandais peuvent devenir congolais par naturalisation à titre individuel. Et à ce titre-là, il y a une procédure. S'ils veulent devenir congolais, ils peuvent en faire la demande. La demande sera étudiée, ainsi de suite. C'est un phénomène qu'on voit partout dans le monde. Ce n'est pas propre au Congo ou en Europe ou en Amérique, c'est propre au monde. Quelqu'un peut choisir pour des raisons évidentes de changer sa nationalité. Généralement, c'est pour des facilitations administratives, qu'on change la nationalité. Mais au fond, on reste attaché à ses origines de base. Donc moi, je pense que s'il y a des Rwandais qui veulent acquérir la nationalité congolaise, ils sont les bienvenus, mais ils ne doivent pas le faire en suivant, n'est-ce pas, l'approche, n'est-ce pas, génocidaire, banditisme, tel que nous semblons le voir avec les génocidaires Paul Kagame. Parce que les gens ont peur. Ils se disent il y aura de villes, il y aura des villages qui seront négligés à l'est de la RDC. Les gens auront peur d'aller s'enrôler. C'est ça aussi les problèmes. Est-ce que la sécurité est vraiment assurée? On a suivi les ministres, le VPM de l'Intérieur qui a dit qu'il va renforcer la sécurité. Mais est-ce que ça sera vraiment assuré? Bon, je ne saurais pas parler avec précision si cette démarche sera effective à quel degré, je ne saurais pas le dire. Mais une chose est sûre, c'est que nous pouvons avoir confiance à nos compatriotes de l'Est. Vous savez, entre eux, ils sont capables de reconnaître qui est congolais et qui ne l'est pas. D'ailleurs, le principe d'identification nous permet toujours, d'ailleurs nous l'avons vu aussi dans les procédures, si vous manquez quelques éléments pouvant prouver votre nationalité, il y a toute une démarche qui est mise en œuvre. Amener des témoins. Effectivement. Donc, je pense que si ces Rwandais-là... Vous amenez les témoins. Vous amenez les témoins. Vous êtes Congolais de père et de mère ou pas? Non. Effectivement. Lui, non. Effectivement. Donc, au fond, et à la fin de la journée, en dépit des difficultés, certes, à cause de l'insécurité que les Congolais de l'Est
en rencontreront pour s'enrôler. Et à la fin de la journée, la CENI aura la capacité, puisque les questions là sont posées. Village d'origine, localité, secteur, ainsi de suite, le nom des parents, ainsi de suite. Papa, maman. Effectivement. Et la CENI a toute une équipe de gens qui travaillent. Donc, s'ils veulent puiser, aller dans le fond pour confirmer si réellement ceux-là qui sont enrôlés à l'Est sont des Congolais ou non, avec les photos et la morphologie, au risque d'être bombardés, certes, c'est le travail qu'ils ont accepté. Il faut s'enrôler rapidement. Non seulement rapidement, et s'assurer que les centres d'enrôlement sont sécurisés. Je crois que le ministère de l'Intérieur peut le faire. D'ailleurs, l'Est du Congo, pour la grande partie, est sous occupation militaire congolaise maintenant. Donc je pense que s'il y a une bonne organisation, ils seront sécurisés les bureaux de vote, enfin d'enrôlement. Mais nous croyons effectivement qu'il y aura un peu de perturbation, mais à long terme, la CENI saura comment régulariser les choses. Déjà, nous sommes au mois de février, bientôt mars. Vous pensez qu'il y aura élection au mois de décembre? Je reste convaincu. J'ai vu les calendriers qu'a présenté la CENI. Le calendrier est réaliste. Les timings qui se sont donnés pour différentes manifestations devant concourir à l'organisation des élections sont réalistes. Donc je reste convaincu et je crois à ce que a dit lui-même le président de la CENI ainsi que le ministre de l'Intérieur et le président que en décembre 2023, il y aura des élections. Il faudrait que la CENI recadre quelque chose. Il y a tellement de candidats. Je ne sais pas si vous avez le temps de circuler dans la ville de Kinshasa. C'est tout le monde qui s'affiche là. Allez vous faire enrôler. Allez-y massivement. Et la classe, en fait, l'âge, la jeunesse, vraiment bat son plein dans les élections de 2023. Vous pensez qu'il y aura de l'expérience dans ces choses? C'est important. Nous devons nous réjouir que la jeunesse congolaise s'intéresse à la vie politique. Nous devons nous en réjouir. Mais la loi de la CENI donne un certain nombre de critères d'éligibilité pour pouvoir être, n'est-ce pas, candidat. Moi, je pense que quand on parle de représentants du peuple, comme on appelait à l'époque du maréchal les commissaires du peuple, vous êtes appelés, vous êtes des législateurs. Vous devez avoir quand même certaines notions élémentaires de base pour pouvoir jouer, faire ce travail en bon escient. Donc, moi, je pense que dans les descriptions des profils des candidats qui ont été présentés, on présente quand même des critères qui sont certes allégés, mais qui sont quand même exigeants par rapport au travail qui est à faire. Dans la jeunesse, parce que les vieux là, on en a marre. On veut changer la classe politique congolaise. Il faut rajeunir la classe politique. On veut voir maintenant des jeunes. Moi, je me dis maintenant, est-ce que la jeunesse a de l'expérience? Il faut donner l'expérience à la jeunesse, il faut donner la chance à la jeunesse. Moi, je crois à la jeunesse congolaise. C'est une jeunesse très dynamique, mais c'est une jeunesse qui a aussi besoin d'être encadrée. Mais naturellement, quand il s'agit de répondre à quelques obligations d'ordre qualification, d'ordre expérience et autres, il faut être rigoureux. J'espère que la CENI prendra le temps d'analyser. Parce que vous aussi, vous encouragez la participation des jeunes leaders, jeunes. Nous devons. Vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Vous savez, si nous voulons retraiter tous nos aînés qui sont dans les systèmes tels que nous les voyons aujourd'hui, il faut leur assurer un lendemain glorieux. Enfin, je m'excuse, je parle anglais plus que le français. J'espère que... all right. So, what I'm trying to say... Non, je ne vais pas parler anglais ici, mais je sais quand même de dire que pour garantir un lendemain meilleur pour nos aînés, il faut que nous ayons une jeunesse travailleur. Nous devons avoir une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui paye les taxes, qui contribue aux différentes caisses de l'État en tant que telles. Donc, cette jeunesse doit avoir des opportunités. Si cela n'est pas, eh bien, nous risquons de nous retrouver avec une décadence que nous ne saurons peut-être pas gérer comme il faut. Donc, moi, j'encourage la jeunesse. La jeunesse doit aussi se donner cet exercice d'apprendre. Nous avons des outils informatiques comme YouTube. YouTube n'est pas seulement là pour la musique. Il y a énormément de choses que nous pouvons apprendre à travers YouTube. Pour dire des histoires qui ne sont pas intéressantes. Pas les TikTok de la façon dont les Congolais ont commencé à utiliser ça aujourd'hui. C'est le problème. Parce que quand on parle de la jeunesse, il faut que cette jeunesse soit vraiment bien recadrée et bien encadrée. Effectivement. C'est-à-dire que nous avons par exemple, à titre d'exemple, je donne cette information, nous avons un centre d'entrepreneuriat. C'est un incubateur économique des entreprises. Nous faisons justement l'encadrement, la formation, nous faisons des sessions d'orientation à profondeur. Ici à Kinshasa? Nous le faisons partout où nous partons. Nous faisons ça en Europe, nous faisons ça en Amérique, nous faisons ça au Congo,
Au Congo, c'est un peu timide pour le moment, certes, mais nous sommes en train de mettre les outils nécessaires pour rentabiliser et rendre effectif de manière récurrente, n'est-ce pas, ces sessions d'orientation. Vous savez, aujourd'hui, quand vous partez partout en Europe, en Asie et ailleurs, vous trouvez une jeunesse hautement qualifiée. Pourquoi qualifiée? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a évolué dans un environnement informatique. Voyez-vous, donc l'environnement, enfin, l'outil informatique est devenu l'outil de base aujourd'hui, une qualification de la première heure pour la jeunesse en tant que telle. Aujourd'hui, on parle de la numérisation, digitalisation, numérisation, ainsi de suite. Donc, il faudra que les leaders congolais puissent assimiler les jeunes à des programmes informatiques, à des enjeux qui touchent à cet aspect-là, pour que la jeunesse congolaise puisse faire une mise à niveau. Parce que si nous devons aller en compétition avec le monde qui est de plus en plus exigeant, et nous avons une jeunesse qui n'est pas informée ou qui n'est pas formée, vous comprenez là que nous partirons perdants et nous n'en sortirons pas gagnants. Donc nous pensons que, moi personnellement, ainsi qu'au sein de notre famille politique, notre vision du Congo, nous pensons qu'il faut renforcer les capacités de jeunesse, leur donner des formations sur la bonne gouvernance, la création des entreprises, la rentabilité des initiatives entrepreneuriales pour leur rendre compétitifs avec les jeunes d'ailleurs. C'est d'ailleurs votre projet entrepreneuriat du développement économique, programme de création des richesses. Moi, je me dis création des richesses, c'est tout le monde qui y va là. Et qu'est-ce que vous allez en fait, comment vous allez faire pour créer ces richesses ici en RDC? Vous avez assez de moyens pour donner? C'est toujours en termes de formation. La création des richesses, c'est un principe. La création des richesses, c'est un principe. Aujourd'hui, si vous regardez au Canada, par exemple, on parle du rôle du développement. Ce sont des principes qui sont mis en œuvre, des collaborations, des formations, des ressources qui peuvent être mis à la disposition. Je donne un exemple. Je vois souvent nos mamans le matin, Pondo Yango Eleki, Mapa Moto Eleki, ainsi de suite. Mapa Mwamba. Effectivement, Mapa Mwamba. On ne mange pas, mais ça passe quand même. Alors, ces mamans, souvent, moi, je prends la discrétion de discuter avec elles pour demander, mais combien est-ce que vous faites par jour de bénéfices? Vous travaillez du matin jusqu'à telle heure? Combien est-ce que vous gagnez par mois, par semaine? Vous remarquez que ce sont des dames qui ne maîtrisent pas d'un côté l'environnement des affaires, mais quand vous le voyez à titre singulier, si je peux le dire ainsi, vous pouvez leur proposer de se mettre en entreprise, en groupuscule. Ils peuvent augmenter leur capital de travail pour pouvoir orienter, n'est-ce pas, leur activité commerciale dans d'autres horizons, à un autre niveau, ainsi de suite. Donc, il y a des pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour permettre à une personne qui veut devenir entrepreneur ou un entrepreneur qui veut accroître son chiffre d'affaires, ainsi de suite. Bon, malheureusement, au Congo, le système banquier est tel que c'est très difficile pour les entrepreneurs ou pour toute personne qui inspire à devenir entrepreneur à avoir accès à des ressources financières. Ok, c'est difficile, oui. C'est difficile, effectivement. Or, partout ailleurs, vous remarquez que les petites et moyennes entreprises qui constituent le poumon de l'économie travaillent souvent avec des institutions financières qui mettent à leur disposition des ressources financières capables de leur permettre d'évoluer, bien sûr, pendant un temps, pour s'acquérir du capital asset, dont capital asset. Comprenez, je parle anglais. Et ce capital asset, humain, oui. Il y a capital humain, il y a capital asset, l'actif, qui lui permet à l'entrepreneur de se mettre en œuvre, de renforcer sa capacité de productivité et éventuellement de commencer à accroître avec le temps. Donc, il y a toutes les techniques qui sont mises en œuvre, la vision marketing, l'approche que ces entrepreneurs sont appelés à mettre en œuvre pour promouvoir leurs produits, pour promouvoir leurs services. Vous savez, notre jeunesse est très dynamique. Par moment, le matin, quand vous arrivez à Kitambo Magasin, par exemple, vous voyez tous des jeunes avec des chargeurs, qui crient en désordre et qui volent aussi. Qui volent aussi, malheureusement, parce que bon, ils ne sont pas bien encadrés. Effectivement, ils ne sont pas bien encadrés. Mais quand vous restez avec ces jeunes, vous discutez avec eux. Moi, je prends le temps de discuter avec ces jeunes. Ils se disent, mais vieux, si on ne savait pas un peu plus tôt, mais ça nous aurait peut-être éventuellement permis. Vieux, quoi, ça n'a moi $10, là, son bassirage. Tu vois, c'est des petites sommes qui ne représentent rien et qui peuvent leur permettre de quitter justement le banditisme et de se mettre, n'est-ce pas, à créer un plus qui peut être bénéfique pour la société. Il ne faut pas oublier, quand le gouvernement s'engage à mettre ses ressources à la disposition de la jeunesse, il en gagne à la fin de la journée. Pourquoi? Parce qu'il perçoit des taxes. Voyez-vous, donc il y a tous ces éléments-là. Même dans les petites entreprises. Bien sûr, ce sont les petites entreprises qui sont ici ces chiffres en nombre pour la plupart du temps. Si vous avez, je prends un exemple, si nous avons
je prends un exemple à Kinshasa, 50 personnes dans chaque quartier qui met les cirages, les jeunes, et qu'ils sont réglementés, reconnus officiellement par le gouvernement, ils sont reconnus avec un chiffre d'affaires hebdomadaire qui représente un montant, le gouvernement peut percevoir, aussi petit que ça puisse être, même un petit $300, quand vous multipliez ça par le nombre d'entrepreneurs que vous avez sur le marché, c'est un grand chiffre à long terme. Mais ce sont des gens, excusez-moi, qui sont un peu négligés ici en RDC, à Kinshasa précisément, qui sont chassés tous les jours. Non, le matin, on chasse les mamans qui vont départ au lieu de ils doivent respecter la loi. Respecter certaines choses, mais le moraliser, en quelque sorte. C'est bien ce que vous faites, mais faites ça. Justement, c'est-à-dire que ça rapporte quand même au pays. Le gouvernement doit mettre en place des programmes. Ça passe à travers des programmes. Le gouvernement doit investir dans la jeunesse. Il doit investir dans le programme entrepreneurial. À titre d'exemple, notre incubateur économique des entreprises a travaillé et travaille avec l'industrie du Canada. Quand le Canada a une vision, par exemple, pour la jeunesse, il veut travailler sur des programmes de mise à niveau et ainsi de suite. Il appelle justement des ONG qui sont en contact avec la jeunesse, en contact avec la population, en contact avec les aînés, en contact avec les dames, en contact avec les personnes vulnérables, pour leur dire, nous avons tel objectif que nous voulons atteindre, nous avons mis un tel budget, voici les résultats que nous voulons, n'est-ce pas, atteindre à la fin de l'exercice que nous nous sommes fixés. À ce moment-là, les organisations à but non lucratif, tout comme les privés, qui reçoivent ce partenariat avec le gouvernement, se mettre en œuvre, ils seront capables de répertorier justement cette population cible, travailler avec eux pour pouvoir leur permettre, renforcer surtout leurs capacités. Moi, je pense qu'il faut travailler sur le renforcement de capacités pour permettre à cette jeunesse congolaise, qui est une jeunesse très dynamique, de se mettre en œuvre. Peut-être avec cette approche-là, on parlera de moins en moins de Kuluna. Puisqu'on parle de Kuluna, puisqu'on parle de la société, j'aimerais bien que vous puissiez placer un mot aussi par rapport à cette opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Comment empêchez-vous cela? Parce que vous avez encouragé. Ces mamans sont chassées dans la règle de Genève. Il faut respecter la loi. Alors, pour cette opération? Vous savez, quand vous faites la planification, vous vous dites, nous sommes confrontés à une réalité où la population a investi l'espace public réservé à l'État pour des programmes divers. Cette population devrait comprendre qu'il doit quitter, mais il faut leur prévoir. Ils vont quitter, certes, oui, ils ont cette obligation-là. Mais qu'est-ce que vous faites de cette population? Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement tout Congolais qui est devenu commerçant, c'est tout Congolais qui est devenu commissionnaire. Par manque de travail, manque d'opportunités. Par manque d'opportunités, par absence des programmes. Et ces gens-là, si vous regardez, bien, sont des licenciés, des gradués. Mais qui sont transformés en cambistes. Oui, parce qu'il n'y a pas de programme. Vous savez, il existe des milliers de programmes par lesquels on peut renforcer la capacité de tous ces étudiants qui terminent. Parce que chaque année, nous aurons un nombre important de finalistes qui terminent dans différentes disciplines académiques à tant que telles. Donc, le gouvernement doit avoir des partenaires, des incubateurs économiques comme les autres, avec lesquels il travaille pour encadrer d'abord, n'est-ce pas, ces finalistes, pour encadrer ces professionnels, pour veiller à ce que ces cerveaux ne puissent pas s'immigrer. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la politique d'immigration, je suis expert en immigration, vous remarquez que la plupart des pays développés font généralement, personnalisent leur politique d'immigration au travers de formations, qualifications, âge, expérience, et ainsi de suite. Donc, vous retrouvez finalement des experts congolais qui ont étudié avec beaucoup de difficultés ici, qui ont étudié par moments avec les fonds du gouvernement du Congo, qui vont faire bénéficier cette expertise ailleurs. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne met pas en place des programmes. Voilà pourquoi, dans ces programmes, nous disons que nous allons plébisciter pour des programmes d'insertion en emploi, des programmes de création d'entreprises pour les jeunes, des programmes de... je vous demanderai vraiment les téléspectateurs de me comprendre. Le français c'est un anglophone, la deuxième langue, effectivement. Donc, les programmes que c'est pas, il y a parlé, interprété par l'anglais, et puis c'est pas un problème. Donc, le programme que le gouvernement peut mettre en place va permettre à ce que le Congo puisse bénéficier non seulement de son expertise, de ses cerveaux et de l'expérience de ses fils et filles qui sont capables de mettre en œuvre différents programmes qui vont contribuer au développement du Congo. Est-ce que le gouvernement vous donne aussi de l'espace pour vous exprimer? Vous avez des entrées faciles pour essayer de mettre en place tout ce que vous avez comme vision là? J'aime beaucoup les titres de l'organisation politique dans lesquels j'évolue, s'appelle Autre Vision du Congo. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses autrement. Vraiment. Parce que finalement, il y a certaines réalités que nous rencontrons. Avec pression.
Pression, non, mais nous utilisons d'autres approches. Vous savez, c'est très difficile quand vous avez un monde qui évolue à une vitesse de lumière et vous avez une administration qui est quasi inexistante. Voyez-vous, vous pouvez introduire un dossier aujourd'hui, vous pouvez introduire une initiative aujourd'hui, il n'y a pas de suivi. Vous devez retourner régulièrement pour faire le suivi, ainsi de suite. Et sur le timing que vous pouvez vous proposer, vous pouvez rencontrer, n'est-ce pas, de retard par rapport à la mise en œuvre, ainsi de suite. Moi, je crois que c'était une très, très bonne idée que le chef de l'État avait eue, de créer justement un département de numérisation, digitalisation, pour pouvoir créer ce qui est partout maintenant une réalité, une présence électronique, une présence Internet, à travers lequel nous pouvons... C'est tout un ministère. C'est tout un ministère, effectivement. Je crois l'excellence qui a été, à qui on a remis les portefeuilles, effectivement, je le salue en passant, travaille d'arrache-pied pour pouvoir parvenir à mettre en place des applications simples aujourd'hui qui peuvent permettre aux Congolais de faire des transferts de fonds, qui peuvent permettre aux Congolais de commander leur passeport, de permettre aux Congolais de faire des achats en ligne, ainsi de suite. Est-ce que les gens les font quand même? Les Congolais ne sont pas suffisamment informés. Ils ne sont pas suffisamment informés. C'est pour ça que ça prend justement des programmes, ça prend beaucoup de programmes. En tout cas, ça prendra beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ça dépend de la façon dont le gouvernement... Ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas la culture, mais nous devons intégrer cette culture, parce que c'est ce qui est devenu le monde aujourd'hui. D'ici où je me trouve, je peux commander quelque chose à partir de la Turquie, ça va me parvenir. Pourquoi les Turcs ne peuvent pas non plus commander quelque chose à partir du Congo pour que ça puisse leur parvenir? Donc, si nous ne nous mettons pas à niveau, nous partons perdants, alors que le monde de demain est un monde purement informatique. D'accord. Puisque vous êtes candidat, alors vous allez on va essayer d'analyser par rapport aux élections. Aujourd'hui, c'est le tour de Denis Kadima d'organiser des élections de 2023. Mais moi, je me pose souvent la question, pourquoi à chaque fois qu'il y a publication de résultats, on crie à la tricherie? Est-ce que cette fois-ci, on peut au moins faire confiance à Denis Kadima? Si vous regardez le parcours de M. Denis Kadima, vous remarquez c'est un expert dans le domaine. Il a commencé son expertise dans d'autres pays autres que le Congo, naturellement. Et des pays où il a eu à évoluer, les échos sont plus ou moins favorables. Disons non seulement positifs, mais favorables. Donc ce sont ces expériences-là qu'il a promis d'amener pour faire réussir à la CENI une première opération. En passant, je pense que ce sera la première fois dans l'histoire du Congo, nous allons passer à des élections démocratiques sans qu'il y ait des tensions préalables. Ah bon? On va garder cette vidéo. Hein? Vous allez revenir ici, moi, madame, je suis venue revendiquer. Regardez, mettez-moi m'amener 50 voix. Et aujourd'hui, on publie que je vais revenir. Non, ils ont mis en œuvre. Je pense que la politique est ainsi faite. Il faut être fair play. Si vous gagnez, si vous voulez gagner ou si vous ne voulez pas perdre vos voix, vous devez avoir suffisamment de témoins dans le bureau de vote. Ça va de soi. Il faut travailler avec les personnels de la CENI pour avoir les formations appropriées pour former vos témoins de vote sur la façon dont ils doivent veiller sur vos voix. Mais au finish, il n'y aura que 500 personnes qui seront retenues. Donc, si vous n'avez pas totalisé les chiffres que la CENI attend, vous devez vous contenter. Mais quand même, vous avez apprécié la révision de la loi électorale? Je pense que la loi électorale a été mieux conçue, mieux recadrée, mais il y aura toujours des amendements qui peuvent être faits. Vous savez, le monde évolue, les réalités changent et je pense que la CENI aura certainement de room for improvement, comme disent le problème de seuil ne va pas vous déranger cette fois-ci? Je n'ai pas semblé lire les problématiques de seuil. Je pense qu'on va partir avec le principe traditionnel du nombre de voix. C'est la personne avec le plus de voix qui remporte simplement les bulletins de vote en tant que tel. Faudra-t-il un juge électoral? Un juge électoral reste au Congo la Cour constitutionnelle et la CENI qui les organise. Mais nous demandons au fair play. Nous parlons, par exemple, moi, je m'adresse à nos électeurs de Mont en bas, je leur dis, vous avez une possibilité d'élire quelqu'un qui pourra réellement défendre votre cause, qui pourra plaider pour les choses pour lesquelles vous avez toujours, n'est-ce pas, souhaité avoir. Autant donner la chance, moi je dirais même, il faut donner la chance aux candidats des circonscriptions d'avoir des débats entre eux. Posez-leur la question,
qu'est-ce que vous comptez réellement faire une fois que vous êtes élu? Entre candidats. Il faut qu'il y ait des débats. C'est du jamais eu, là. C'est l'innovation. Chacun s'est battu de son côté. Certainement, mais il faut que les votants, les électeurs, soient en mesure de connaître qui sont ces personnes qui viennent devant nous. Il faut que les gens soient en mesure de présenter leur curriculum vitae. Il ne faut pas dire que, voilà, tiens, quand je serai député, je ferai telle chose. Mais la question est de savoir, l'avez-vous déjà fait dans le passé? Nous avons fait dans le passé, nous avons créé des entreprises dans le passé, nous avons renforcé la capacité des jeunes dans le passé, nous avons promu des politiques qui, aujourd'hui, sont des éléments du succès dans certains pays du monde. Donc ce sont ces éléments-là que nous sommes venus mettre en œuvre dans les sphères politiques congolais pour que le Congo puisse émerger et définitivement parler du Congo. Vous pensez que les Quinois, pas dire Quinois, les Congolais moyens, s'apaisantir sur ça, des beaux discours. Mais non, ils vous attendent au tournant. Hein. Ils attendent qu'est-ce que vous allez donner. Bien sûr. Et nous demandons cela d'ailleurs. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Nous demandons cela d'ailleurs. Moi, je demande vraiment aux électeurs de Moamba, passer sur Bianga, le numéro 5. C'est là où nous avons mis temporairement notre bureau pour le moment. Nous engageons de grands débats. Nous avons des professeurs. Vous savez, c'est sur le boulevard principal. Il n'y a pas 3 jours, j'ai eu une longue discussion avec un médecin qui est venu me dire, mais pour moi, médecin, ou pour nous, médecins qui évoluons dans la région de qu'est-ce que vous comptez faire? Je dis, mais moi, je compte, par exemple, vous proposer un programme de mutualité. Créer une mutualité à travers lesquelles les familles, par exemple, de vos différents patients en Occident ou ailleurs, puissent vous donner une petite somme minimale pour que les jours, c'est comme une mutuelle, hein, c'est comme une assurance maladie, les jours où votre patient est malade, eh ben, il ne sera pas surchargé par la facture que vous le présenterez selon les symptômes qui vont vous amener à ces jours. Alors, ces choses-là, nous pouvons les proposer au niveau du gouvernement. C'est la beauté, ça, d'un législateur qui comprend le fonctionnement de l'appareil étatique. Quand vous avez des propositions qui viennent de la base sur la mutualisation, par exemple, des services de santé, vous êtes en mesure d'aller vous asseoir avec le ministre de Santé pour dire, écoutez, si vous intégrez telle politique qui va d'ailleurs être bénéfique pour vos électeurs, nos électeurs, les Congolais, nos compatriotes, moi, je vous soutiendrai au travers de votre programme. Il faut que les Congolais comprennent votre vision. Les Congolais doivent la vision des candidats. Les Congolais doivent s'imprégner de cette vision-là. Bien sûr. Mais chose curieuse, ils n'écoutent pas. Hein. Ils attendent. Il y a un député là-bas, oui, il va donner quoi? On va donner 5 grilles, voilà, on y va, on va prendre. À gauche, à droite, ce sont les mêmes personnes qui défilent. Moi, je dis aux Congolais, si on vous donne un t-shirt, on vous donne de l'argent, prenez-le. Mais prenez le temps de discuter avec ces candidats. Posez-leur la question. La seule question, qu'avez-vous déjà fait dans le passé? Demandez-leur des résultats mesurables. Vous voulez promouvoir l'entrepreneuriat, l'avez-vous fait dans le passé? Vous voulez promouvoir des programmes de création des richesses, l'avez-vous fait dans le passé? Vous voulez promouvoir quel que soit le programme, un candidat viendra vous séduire avec, questionnez-le dessus, mesurez la performance, vérifiez dans le temps et dans l'espace si réellement il a la possibilité d'être exposé à cette matière pour s'assurer qu'effectivement, quand cette personne sera élue, il sera en mesure de livrer la matière. Donc le CV du candidat, c'est très important. Il doit être important. Voilà, on va chuter avec cette question sur la publication des résultats. Il y a de ceux qui soutiennent que les résultats soient publiés bureau des votes par bureau des votes. Êtes-vous du même avis? Certainement. Ce n'est que ça, justement, la transparence d'une élection. La CENI a installé un certain nombre de bureaux de vote. Il faudrait qu'à la fin de la journée, nous soyons tous à mesure, au travers de nos témoins, de compiler les résultats par rapport à la confiance que nos électeurs nous auront fait pour que nous soyons en mesure de dire oui, j'ai remporté réellement autant de nombre par rapport à ma circonscription. De ce fait, par rapport aux autres candidats, c'est moi qui suis le mieux élu, c'est moi qui suis élu et les autres ne le sont pas. C'est un fair play. Ceux-là qui ne sont pas retenus, nous pouvons toujours travailler avec eux. Moi, je reste convaincu par rapport à la confiance, à ce que j'ai comme feedback des ressortissants dans la circonscription de Moamba. Ils aiment l'approche. Ils aiment l'approche que nous leur fassions participer. Vous savez, dans Moamba, vous avez beaucoup d'intellectuels. Vous avez l'université de Kinshasa, par exemple, qui est là. J'ai eu un atelier, un échange avec les commerçants, certains commerçants sur le site universitaire. Ils vous posent des questions.
et ils sont très durs. Et c'est ça que j'aime avec les Congolais aujourd'hui. Vous avez une base des intellos. Non seulement des intellectuels, mais vous avez surtout un peuple congolais qui est devenu mature et qui n'attend plus se laisser faire ou se laisser manipuler, tromper par, n'est-ce pas, certains charlatans qui viennent pour... Mais ils viendront toujours, hein? Certainement, avec naturel. Force d'ailleurs. C'est humain. Avec beaucoup de dons. Laissez-le venir, prenez les dons, mais à la fin de la journée, sélectionnez, élisez les personnes qui peuvent réellement apporter un changement, aussi bien dans vos vies qu'au Congo en tant que tel. Voilà. Maître Aimé, on est presque arrivé à la fin de notre magazine. La tradition oblige, vous êtes de l'AVC. Que diriez-vous des accusations portées à l'endroit de votre autorité morale concernant la situation de Mwanda? Il faut dire que j'aimerais d'abord corriger une chose. Je ne suis pas dans un barreau, dans les qualifications du maître. Je sais pourquoi vous le faites ainsi. Donc, je ne le porte pas tant que tel. Donc, j'aimerais apporter cette précision, puisque les détails, il ne faut pas me faire taper sur le doigt. Mais j'ai ma licence en droit, en bonne uniforme, ça, évidemment. Vous savez, aujourd'hui, dans un monde médiatique où n'importe qui peut s'élever malheureusement et faire un commentaire quelconque et dire une allégation qui éventuellement ne serait pas fondée. Moi, je crois que les Congolais doivent s'exercer à regarder surtout les personnalités publiques à travers leur engagement. Regarder un politicien à travers son travail, regarder un musicien à travers son œuvre, regarder un peintre à travers son art, ainsi de suite. Parce que si aujourd'hui nous devons commencer à pas perdre le temps, à focaliser seulement sur ce qui se passe dans la vie privée des gens, on ne s'en sortirait pas. Je n'ai personnellement pas vu des éléments de preuve par rapport à certaines allégations que j'aurais vues, jusqu'à preuve du contraire. Je pense que notre autorité bénéficie du principe de la présomption d'innocence. Il n'a pas été condamné comme tel. Il est critiqué et c'est un principe pour tous les hommes publics. Ils sont toujours critiqués pour une chose ou une autre. Reste à prouver si réellement ces allégations sont vraies. Voilà. Votre mot de la fin, M. Aimé Kabouya. Moi, j'aimerais vraiment m'adresser à nos compatriotes congolais pour leur dire, vous savez, cette élection de 2023 est une élection différente de tous ces qui ont eu dans le passé. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Congo est un pays solution. Beaucoup de pays dans le monde sont devenus ce qu'ils sont devenus grâce au Congo. Nos matières premières, nos productions, ainsi de suite. Nous sommes appelés à désigner nos leaders, les leaders qui vont diriger les appareils étatiques au niveau législatif, exécutif et judiciaire. Nous vous appelons à la conscience. J'appelle les Congolais à se conscientiser, à s'échanger, à discuter avec différents candidats pour pouvoir désigner justement des personnes qui sont capables, qui ont l'expérience et la capacité de travailler non seulement pour faire avancer le Congo, mais pour apporter, n'est-ce pas, un changement dans leur vie. Je vous demande de sanctionner sévèrement tous les politiciens qui dans le passé ont détourné ou qui n'ont pas été en mesure de respecter leur engagement citoyen en tant que tel. Sur le reste, que Dieu vous bénisse. J'envoie un hommage solennel à nos vibrants militaires qui sont dans les zones de combat. Je demande à ce que les Congolais puissent se cotiser dans la mesure du possible pour les soutenir, parce que ce qu'ils font pour le Congo aujourd'hui deviendra l'élément du succès pour lequel nous serons tous, n'est-ce pas, joyeux demain. Merci, M. Aimé Kabouya Mulondo, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. Madame, Messieurs, nous avons eu l'honneur de savoir pour vous, M. Aimé Kabouya Mulondo. C'est un politicien qui évolue dans le parti AVC, à son Excellence Didier Boudimbu. Ensemble, nous avons parlé de cette situation de l'Est, des affrontements qui perdurent. Nous avons parlé de cette opération d'enrôlement, d'identification des électeurs dans les zones en conflit. Alors, vous avez essayé de voir comment l'analyse politique a décortiqué les choses, et il est épinglé sur l'entrepreneuriat du développement économique qui va générer de richesses en République démocratique du Congo. Alors, merci à toi, André, merci à Rigen Bala. On va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.